J'ai le plaisir d'introduire cette session. Donc, nous allons voir trois présentations courtes, présentations de 10 minutes, tout plusieurs thématiques qui lient l'information géohistorique, enfin les données géohistoriques, mais qui va aussi jusqu'aux techniques de traitement automatique de langue pour l'analyse des textes historiques et pour notamment le repérage du nombre des lieux. Et donc, voilà. Je laisse chaque présentateur se présenter pour commencer tout de suite. Et je donne donc la parole à Anaë. Anna, Merci. je ne sais pas si je le dis bien, excusez-moi. Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Nous présentons aujourd'hui le travail élaboré dans le cadre du projet Covadeo, donc collecte, visualisation et analyse des données vierges géohistoriques. Je suis doctorante en géographie et aménagement et je travaille avec Claire Lagesse, maître de conférence et directrice scientifique du projet Covadeo. Donc, notre présentation sera structurée comme suit. Une présentation rapide du contexte de notre recherche et ensuite une présentation de notre méthodologie et données, la construction d'un catalogue des cartes historiques, la construction d'une base de données géohistoriques, la plateforme Covadeo et ensuite une présentation de l'analyse de réseaux VR pour finir avec nos perspectives de recherche. Donc, pour le contexte scientifique de projet, il s'intéresse à la relation entre les territoires et les réseaux viaires ou réseaux de voirie. Donc, parmi les trois entités morphologiques qui forment la ville, donc on a le réseau de voirie, les parcelles et les bâtiments. On a le réseau de voirie comme l'élément le plus pérenne dans le temps. Donc, lorsque les bâtiments sont détruits et reconstruits, ou lorsque les parcelles sont du coup fusionnées, le réseau, quant à lui, il subit des modifications très mineures. Donc, même en cas de catastrophe naturelle, comme on peut le voir sur ces deux photos, après la catastrophe du tsunami au Japon, on a le réseau de voirie comme un élément repère qui reste au niveau du territoire et qui est le premier élément à être construit, le plus souvent à l'identique. En termes d'approche, le projet adopte une approche morphologique qui est basée sur la théorie des graphes, donc qui consiste à représenter les réseaux routiers ou le plan urbain à travers ces réseaux routiers par un graphe mathématique où les routes sont représentées par des segments et leurs intersections sont représentées par des nœuds. Ensuite, en partant de l'hypothèse que la morphologie des réseaux de voirie est une traduction de l'histoire urbaine, plusieurs travaux de recherche ont été menés pour essayer de comprendre un peu cette structure des réseaux de voirie. Néanmoins, seuls quelques travaux relient vraiment la topologie des réseaux routiers à leur ancrage historique et temporel. Et donc, dans ce sens, les méthodes d'analyse spatiale et de la théorie de graphes se sont avérées pertinentes pour analyser et étudier l'évolution de ces réseaux de voirie à partir de données géohistoriques. Ainsi, on a les contributions en termes de création de bases de données spatio-temporelles, de classification des structures urbaines et simulation des dynamiques urbaines, qui sont complétées par la suite par les travaux d'appareillement diachronique, permettant de construire ces évolutions morphologiques dans le temps. Alors bonjour à tous, moi je vais vous raconter comment on a fait pour constituer notre base de données qui va être le point de départ de toute la construction de données géohistoriques sur le réseau VR de la région. Donc on est parti de la collecte de cartes anciennes qu'on est allé chercher dans les archives départementales de la région. Il y en avait aussi certaines disponibles sur Internet. Donc Anaï a grandement contribué à ce travail. Il y a aussi des étudiants de Master 2 qui ont travaillé là-dessus. Et donc on prenait des cartes depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours et qui avaient toutes pour point commun de représenter un réseau viaire. Donc, la collecte de ces cartes a été assez inégale sur le territoire parce que la disponibilité était différente suivant les départements. Il y en avait qui étaient déjà numérisés, d'autres pas. Donc, vous voyez que selon les endroits, c'est complètement différent, mais on arrive à avoir quand même une bonne base de couverture spatiale. Ces cartes, toutes leurs informations ont été répertoriées dans un catalogue. Donc, on a stocké à la fois leur titre, leur légende, bien sûr, à quel siècle elles représentent, quelle année, puis certains éléments de leur contenu également. Donc, pour essayer d'avoir un maximum d'informations répertoriées à partir de toutes ces cartes qui ont été collectées.
et numérisées. Pour les ranger, on les a mises dans un catalogue donc, qui est structuré depuis le niveau national jusqu'au niveau départemental. Donc elles sont rangées. Il y en a certaines qui portent sur l'ensemble du territoire français, d'autres sur toute la région. Bon, elles représentent tout un réseau viaire, mais évidemment, le niveau de détail est différent. Donc, ce niveau de détail, on le précise bien dans le catalogue. Et cette structure, elle nous permet de retrouver facilement toutes les cartes sur n'importe quel territoire et puis à différents siècles donnés. Et on a construit un modèle de base de données, donc, où vous voyez une version simplifiée de ce modèle ici, où la carte est évidemment l'élément central, avec toutes les informations qu'on peut y retrouver, donc son niveau, son contenu, dans quel fichier elle est stockée, de quel territoire il s'agit, et puis aussi à quelle période elle est rattachée et quelle est la zone couverte, ce qui va nous permettre en fait de savoir pour chaque segment du réseau viaire actuel, donc qu'on récupère avec la BD Topo, s'il était présent ou absent sur les cartes anciennes. Et en fait, le remplissage de cette table de présence, ça va faire l'objet du cœur du projet Covadeo, qui est la création de ces géométries à travers une plateforme web et un jeu sérieux. Donc, l'idée, c'est qu'on pose notre projet donc, sur l'étude du réseau viaire et avec le crowdsourcing, donc une production massive de données accessibles à tous, qu'on rend possible à travers un jeu sérieux, on va arriver à créer notre réseau viaire sur la région. Donc, on a plus de 400 cartes qui ont été collectées, un peu plus de 300 qui sont géoréférencées, donc qui ont été géoréférencées à travers des travaux étudiants, des projets de licence ou de master. On les a bien sûr toutes vérifiées. Pour comprendre un peu l'enjeu d'un tel mode de création de données, on en a sélectionné 2 qu'on a mis dans un jeu test. Et donc, notre jeu sérieux, l'idée est de prendre le réseau viaire de la BD Topo 2019, de le superposer aux cartes anciennes et de demander aux joueurs si tel segment était présent, absent ou à modifier sur la carte ancienne. On pense aussi à ajouter des éléments de précision. Donc le premier jeu a été développé, donc ça c'est vraiment la version test, qu'on a développé à partir d'une plateforme qui existe déjà, qui s'appelle Building Inspector, qui est développée par la Public Library of New York. Et donc c'est Gilles Vidal qui nous a fait le transfert et on a lancé ce test au niveau du laboratoire. Donc voici à quoi ressemble l'interface, c'est juste un segment qui s'affiche sur une carte ancienne. Et donc ça, c'est vraiment la même chose que Building Inspector. On demande aux joueurs, enfin Building Inspector, pardon, c'est sur les bâtiments. Donc du coup, on a des polygones. Ici, c'est des éléments linéaires. Donc on demande aux joueurs, est-ce que oui ou non, ou ce segment existait, ou alors peut-être qu'il est à modifier. Donc partant de là, on a eu des premiers résultats. Donc ça, ce jeu, le test, il a été lancé l'été dernier. Donc vous voyez à gauche la partie appréciation, c'est-à-dire qu'en vert, c'est tous les segments qui ont été validés. En jaune, c'est ceux qui ont été décidés à modifier. En rouge, c'est ceux qui sont absents sur cette carte ancienne. Et deuxième partie, c'est la validation et les ajustements. Donc en vert, on sait qu'on peut tout conserver. En jaune, là, en orange, vous voyez les segments qui ont été modifiés. Et puis en violet, vous voyez ceux qui ont été nécessaires d'ajouter à la carte ancienne. Donc là, on est partant de ces analyses, on est actuellement en relation avec un prestataire externe qui s'appelle Machina Corpus pour développer notre version finale de jeu, qui est beaucoup plus complexe que celle qu'on a ici dans la version test, qui propose en fait tout un système de collecte de points, d'avancement, C'était juste pour te demander le bon lien. Le lien pour le... Pardon ? Non, excusez-moi. Je ne suis pas sûre d'avoir compris, donc ok, c'était autre chose. Non, c'était un problème de micro. Ok, pas de souci. Donc voilà, bon, ça c'est juste une aperçu de comment ça va se présenter au final. Donc sur une carte ancienne, on va poser un damier. Le joueur aura une partie du damier dont il va s'occuper à la fois. Et Anaïs, tu veux bien afficher les zooms? Voilà, en fait, sur la partie dont il va s'occuper, on va proposer l'ensemble du réseau VR et en fait, il s'agira de cliquer sur les segments pour dire oui, effectivement, sur la carte ancienne, ces segments existaient. Et avec un clic droit, on pourra modifier directement le segment pour l'ajuster au réseau VR qu'on est en train de voir.
Et voilà, donc on gagnera des points, on aura un système de consensus qu'on verra sur les zones qu'on valide. Il y aura des chats, une zone de chat pour que les joueurs puissent échanger entre eux également, pour savoir voilà, discuter d'un territoire qui les intéresse peut-être plus particulièrement. J'espère pouvoir vous en parler plus un peu plus tard. Là, on est en plein développement de ce jeu, en plein échange avec Machina Corpus pour la finalisation de cette plateforme. Et maintenant, Anaï va vous présenter l'analyse qu'on fait avec ces résultats. Merci Claire. Donc, à partir des données vectorielles collectées, il sera possible d'analyser sur différents territoires l'évolution du réseau VR et de comparer leurs propriétés structurelles. Donc, en premier lieu, pour ce faire, l'approche définit la continuité de ces réseaux à partir de la construction d'un objet voie. Donc, l'objet voie est construit à une intersection donnée. Donc, les segments de route qui sont reliés par cette intersection sont combinés en fonction de leur angle minimal du coup, de croisement avec un seuil maximal de 60 degrés. Et par la suite, du coup, les segments présentant des grands changements de direction, donc plus de 60 degrés, sont traités comme des unités distinctes. Ensuite, donc on calcule des indicateurs topologiques sur ces voies. Et dans le cadre de cette présentation, nous abordons du coup, les réseaux VR historiques de 3 villes de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui sont de différentes tailles. On a Dijon, Besançon et Pontarlier, et sur différentes périodes historiques, à partir du XVIIIe siècle jusqu'au XXe. Donc cela nous permettra d'analyser et comparer les réseaux à partir du même indicateur sur les 3 villes pour l'identification de similitudes malgré donc les disparités de nos cas d'études, et d'autre part, donc, suivre la stabilité ou la variation des indicateurs dans le temps sur un même territoire. Donc, nous commençons par étudier l'indicateur du degré sur les 3 villes au XXe siècle. Le degré est un indicateur qui correspond au nombre de voies qu'une certaine voie intersecte. Et généralement, cet indicateur permet d'identifier les structures les plus connectées et qui correspondent, dans nos cas d'étude, du coup, aux grands axes de circulation dans les 3 villes étudiées, qu'il s'agit d'avenues, de boulevards ou de départementales, mais aussi des voies les plus anciennes, donc les voies du centre historique. Et donc, cet indicateur nous permet de classer les structures et de définir leur hiérarchie, ce qu'on peut lire sur les 3 villes de manière cohérente. Le deuxième indicateur, c'est l'orthogonalité qui sera calculée sur les 3 réseaux au XVIIIe siècle. Donc, l'orthogonalité caractérise une voie en fonction de ses angles de connexion avec son voisinage direct, donc les voies qui sont proches. Et les valeurs les plus élevées, ici représentées en rouge, représentent les voies dans l'angle d'intersection est plutôt proche de 90 degrés. Donc, c'est des réseaux qui sont principalement maillés ou en gris, généralement au niveau du centre-ville. Et puis, les valeurs les plus faibles, ici en bleu ou vert, sont plus organisées en structure arborescente. Donc, ce qui nous permet de lire la structure des 3 villes. Par la suite, nous passons à l'analyse du même indicateur dans le temps pour la même ville. Donc, d'abord, le degré de desserte calculé sur le réseau historique de Dijon pour les 3 siècles. Le degré de desserte est défini par le nombre d'intersections d'une voie de référence qui se coupe plutôt avec une autre voie, donc en X, plutôt qu'en étant à son extrémité en T. Et les routes dont les valeurs de degré de desserte sont les plus importantes, ici représentées en rouge, sont des voies de circulation rapide, ainsi des longues voies historiques permettant de connecter le territoire. Par la suite, du coup, la centralité d'intermédiarité calculée sur le réseau de Besançon, qui mesure la fréquence à laquelle une voie de référence est utilisée comme le chemin topologique le plus simple, et la valeur les plus fortes correspondent à les voies les plus fréquemment utilisées, permettant une circulation efficace au sein du réseau. Finalement, pour la centralité de proximité, qui représente la proximité topologique de la voie par rapport à l'ensemble du réseau, la lecture de certains indicateurs nous renseigne sur l'histoire du territoire. Donc, on a les valeurs les plus élevées ici qui correspondent aux routes du centre historique sur les 3 villes, mais aussi aux routes permettant de connecter ces centres au territoire régional. Alors, pour conclure, on a fait un petit schéma récapitulatif. Donc, notre sujet d'étude, c'est la morphogénèse des réseaux VR, comment ils évoluent au cours du temps. Et donc, pour porter cela, on travaille à la fois sur des données actuelles
et on a envie d'avoir une profondeur historique, donc on a besoin de ces données géohistoriques qui sont très chronophages à acquérir. Et entre les deux, on a toute une problématique d'appariement qui a déjà été traitée par d'autres chercheurs et qu'on essaye de régler avec cette idée de partir du réseau actuel et de reconstruire les données, les réseaux passés à partir de celui-ci. Et donc ces données géohistoriques, il faut les structurer, il faut les collecter, les corriger, les interpréter. Et donc pour toute la partie qui est donc collecte, vectorisation et de correction, ça va être à travers cette démarche participative et le jeu sérieux. Et une fois qu'on aura ces données, comme vous l'a présenté Anaë, on pense faire des études qui ont déjà bien commencé à un temps T qui nous permet de caractériser la structure et le lien potentiellement entre forme et usage. Une analyse aussi d'évolution entre deux temps qui nous permet de caractériser la morphologie au travers du temps et de faire un lien entre la topologie d'un réseau et les évolutions historiques qu'il a connues. Et puis enfin, il y a la partie simulation où on va regarder pour chaque partie du réseau son potentiel de croissance, établir des scénarios prospectifs et croiser cela avec l'identification de mécanismes pour aboutir à un modèle de morphogenèse de réseau Vierre. Partant, en fait, on va faire deux modèles, un qui part de rien et un qui se greffe à des réseaux existants, les plus anciens qu'on ait pu revectoriser pour essayer de jouer un peu avec les paramètres pour voir comment ils grandissent et pouvoir les comparer au réseau actuel, comprendre un peu mieux les dynamiques de croissance. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.